Laisse béton! Connaissez-vous le mouvement de la patate ? Non, ce n'est pas le nom d'un nouveau parti politique, c'est l'un des réseaux de solidarité villageoise qui a émergé en Grèce au moment de la crise de la dette publique et que Mathilde Voilez évoque dans cet épisode. Mathilde est experte en développement territorial et plus particulièrement en développement rural. Elle nous explique à travers l'exemple grec en quoi les territoires ruraux, grâce à la solidarité villageoise, sont de formidables amortisseurs de crise. Cette solidarité villageoise, on la retrouve en France sous d'autres formes. C'est d'ailleurs l'une des bonnes surprises et peut-être l'un des paradoxes quand on quitte la ville pour s'installer en milieu rural. Il y a moins de monde et pourtant on est plus proche des autres. Je vous laisse explorer tout ceci en compagnie de Mathilde. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour. Dans vos travaux et dans vos diverses expériences, vous êtes arrivée à la conviction que les territoires ruraux étaient, je vous cite, de formidables amortisseurs de crise. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous entendez par là ? Alors, c'est une très vaste question et qui nécessite peut-être de revenir un peu en arrière. Donc, depuis l'exode rural qui a eu lieu suivant les pays à des périodes différentes et qui a vu se dépeupler les campagnes pour aller peupler les villes, on a eu régulièrement, un peu partout, alors je vais rester sur l'Europe et sur la France, on a eu régulièrement des mouvements de retour au village, de retour à la campagne et à la ruralité. Alors pas forcément dans des contextes de crise au départ, mais on a vu beaucoup dans les années 60-70 de forts mouvements qui allaient dans ce sens-là. Et puis, donc, j'ai vécu et travaillé en Grèce pendant pas mal d'années, entre 2006 et 2011. Et au moment de la crise de la dette publique et du formidable impact que ça a eu sur la société grecque, il s'est trouvé que, alors c'est lié à la spécificité de la société grecque, on a un exode rural qui est relativement récent, et en plus on a eu dans les années 20, au moment de l'indépendance de la Grèce, une révolution agraire qui fait que tous les Grecs sont des très petits propriétaires, et notamment de parcelles de foncier agricole dans leur village d'origine. Et lorsque les Grecs sont partis à la ville, ils n'ont jamais abandonné ces terres au village, qui sont toujours valorisées sur le plan agricole et qui sont en général laissées et confiées aux membres du village et de la parentèle qui restent vivre au village. Mais les urbains reviennent très régulièrement au village, que ce soit pour se recenser, ou que ce soit pour participer aux grands travaux agricoles, que ce soit la récolte des olives, les transhumances, enfin voilà, certains travaux agricoles qui nécessitent pas mal de main-d'œuvre. Et en contrepartie de ce retour au village régulier pour contribuer aux travaux agricoles, les Grecs repartent avec des produits pour l'année, on dirait, donc de l'huile d'olive, du fromage, etc., etc. Et ce fonctionnement très très particulier à la Grèce a permis de maintenir en fait des liens de sociabilité très forts et de solidarité très forts entre les villes et les campagnes via ces réseaux de solidarité villageois. Et ce qui fait qu'au moment de la crise de la dette, quand les Grecs urbains pour l'essentiel, puisque des métropoles comme Athènes et Thessalonique concentrent une très grande partie de la population totale du pays, les jeunes notamment qui se sont retrouvés sans emploi et donc sans moyen de se loger, de vivre en ville, sont pour certains, j'ai pas les éléments statistiques, mais pour pas mal, sont retournés vivre au village où ils avaient la maison du village comme toit pour s'abriter et les terres agricoles à valoriser ou à reprendre pour développer de nouvelles activités productives agricoles.
Et ce système traditionnel de solidarité, de réseau de solidarité villageois lié au village d'origine, a été pour la Grèce une véritable sécurité sociale, puisque c'est elle qui a servi d'amortisseur. D'une part, ça a servi d'amortisseur, comme je l'ai dit, pour pouvoir se loger, se nourrir, qui sont des fonctions essentielles de la vie. Mais également, les réseaux de solidarité traditionnels villageois ont été redéployés pour organiser de nouvelles formes de solidarité pour répondre à des services publics auxquels l'État, très appauvri et fortement impacté par des réformes structurelles de très grande ampleur imposées par ce qu'on appelle la Troïka, par l'Union européenne, le Fonds monétaire international, et j'ai oublié la troisième partie prenante, ont imposé à l'État grec, et notamment en matière d'alimentation, mais aussi de soins, de santé, de services, d'éducation, etc. Vous pensez à quoi, par exemple, comme réseau de solidarité qui ont pu s'organiser? Il y a eu un très grand mouvement en Grèce au milieu de la crise, donc à partir de 2011-2012, où par exemple on a eu ce qu'on appelle le mouvement de la patate. Ce sont des producteurs de pommes de terre du nord de la Grèce qui plutôt que de vendre leurs pommes de terre au réseau de la grande distribution où ils gagnaient pas, voire peu d'argent, se sont dit on va aller distribuer ces produits agricoles dans les grandes villes auprès des populations qui en ont besoin. De manière gratuite, et petit à petit se sont mis en place, c'est un exemple parmi d'autres, mais des réseaux d'échange de biens et de services directs entre la population. Donc un médecin qui dispense des consultations, mais au lieu de prendre de l'argent, il va faire appel à d'autres services et à d'autres biens. Comme un système de troc, en fait, c'est ça ? Oui, c'est un peu plus complexe qu'un système de troc, puisqu'un système de troc, on est vraiment dans l'échange de biens, je dirais, c'est l'ancêtre du commerce. Là, on est dans quelque chose de plus vaste. Et au départ, ce mouvement qui était informel, en fait, et très spontané, c'est avec les années renforcé, structuré, et a commencé à se penser lui-même, en fait, comme une alternative au modèle de développement qui avait été développé depuis des années par le capitalisme moderne. Alors, vous avez quitté la Grèce vous-même, mais savez-vous si tout ça perdure depuis ? Qu'est-ce que ça a donné, cette espèce de pansement, en fait, ou de système qui s'est autoconstruit du fait de la crise ? Alors justement, ce qui au départ était un pansement et une manière de gérer l'urgence est devenu un véritable mouvement de fond qui a connu, je dirais, son audience maximum au niveau international au moment des élections législatives qui ont vu la venue au pouvoir de Syriza, du parti Syriza, du parti d'extrême gauche grec. Parce que justement, lors de cette campagne, Syriza s'est appuyé sur ces mouvements de solidarité. Il y a eu un formidable enthousiasme et où on a cru à un moment que la venue au pouvoir de Syriza permettait en fait à toute cette population grecque, je dirais, issue des classes moyennes, d'avoir gagné la lutte et d'en finir enfin avec la crise, en renforçant notamment de nouveaux modèles de société sur la base de ces réseaux de solidarité. Et puis, on connaît la suite. Malheureusement, ça a été un échec complet. Et le gouvernement en place, petit à petit, s'est retourné lui-même contre ces réseaux de solidarité. Il y a eu une désolidarisation qui s'est opérée au fur et à mesure de l'accentuation du conflit. Et aujourd'hui, ces réseaux, ils continuent d'exister, ils continuent de perdurer, mais ils sont rentrés dans un rapport de force avec le gouvernement en place, qui aujourd'hui est un gouvernement de droite dure. Ce qui ne signifie
pas pour autant que ces modes d'organisation sociale disparaissent ou s'affaiblissent. Ils existent maintenant depuis 10 ans au moins. Et en 10 ans, ils ont eu le temps justement de se consolider, mais aussi de se penser en tant que tel et de réfléchir un peu collectivement à d'autres modèles de société. Donc finalement, la Grèce est aujourd'hui un des territoires, un des pays d'expérimentation peut-être les plus avancés en Europe sur ce postulat du territoire rural comme amortisseur des crises générées par le système capitaliste et ultralibéral, crises successives et qui s'accélèrent, on le voit bien quand même depuis pas mal d'années, mais aussi comme des modèles de nouvelles organisations sociétales carrément. Moi, j'irais jusque-là, des potentiels porteurs de nouveaux contrats sociaux. La France, elle est précurseuse, mais pas sur les mêmes choses, sur ces questions-là. Ce qui est intéressant en France, c'est que l'exode rural, donc, est beaucoup plus ancien qu'en Grèce. Donc, en fait, le premier constat, c'est que ces réseaux de solidarité, ils se sont désorganisés, en fait. Ils se sont pas maintenus avec la même force que en Grèce ou que dans d'autres pays de la Méditerranée. Je donne l'exemple grec parce que je connais bien, mais ça se passe aussi dans d'autres territoires méditerranéens. En revanche, c'est pas sur ces réseaux de solidarité que les territoires ruraux ont résisté et ont proposé des nouveaux modèles de développement territoriaux, c'est plutôt sous un autre aspect. Les territoires ruraux français, avec la déprise démographique sur le long temps, sont retrouvés finalement des territoires, des parents pauvres des 30 Glorieuses, des territoires en déshérence, pas uniquement démographique, mais également économique. Et du coup, on a vu émerger dans certains territoires ruraux des acteurs, que ce soit des élus, mais également des associations, des habitants, des collectifs d'habitants, différents types d'acteurs qui se sont engagés pour redynamiser leur territoire. Et donc, dans une période de prospérité au départ, puisque les 30 Glorieuses, c'était une période de prospérité, donc avec une revendication forte portée par ces acteurs-là, qui a eu plus ou moins d'écho au niveau national et des décideurs publics, parce qu'on est quand même dans un pays ultra jacobin et très centralisé, mais avec une progression qui s'est mise en place et des politiques publiques qui se sont décentralisées petit à petit et qui ont entendu ces voix et ce mouvement qu'on pourrait appeler du développement rural en France, et qui sont venus soutenir avec des politiques assez novatrices dans le monde. On est un des seuls pays, en Europe en tout cas, à avoir eu très franchement des politiques pensées de développement rural à l'échelle des territoires. Et le mot territoire, d'ailleurs, dans le milieu scientifique, fait en général référence à la littérature scientifique française qui s'intéresse à la question de l'approche territoriale, ce qui est une vraie école de pensée en matière d'aménagement, de développement, de géographie et même d'économie. C'est une approche qui est française au départ et qui s'est disséminée ailleurs en Europe, jusqu'à être prise d'ailleurs par l'Union européenne au travers de politiques telles que les politiques leaders, etc., où on a cette approche du développement rural qui soit une approche ascendante, c'est-à-dire qu'on part des acteurs locaux pour définir ensemble, collectivement, quelles seraient les perspectives de développement pour notre territoire, et non plus on attend des politiques nationales qu'elles définissent des grandes orientations et des financements en matière d'aménagement et de développement territorial. Et vous, en 20 ans de développement rural, parmi toutes les initiatives que vous avez pu voir, laquelle vous paraît ou lesquelles
vous paraissent les plus innovantes, les plus réussies quelque part, quel que soit le critère, et pour quelles raisons? Alors, je dirais que c'est pas des projets dont je vais vous parler, ce sont plutôt des approches. D'abord, en termes de sujets et de thématiques sur lesquels on travaille, parce que en développement rural, finalement, l'idée c'est d'avoir une approche globale du territoire et de réfléchir dans sa globalité comment on peut développer le territoire en se basant sur ses atouts, sur ses ressources dont il dispose, que ce soit des ressources naturelles, culturelles, organisationnelles, etc. Une des thématiques et un des sujets qui est le plus efficace pour réfléchir le développement des territoires ruraux et son dynamisme, c'est l'alimentation. Par expérience, c'est un sujet que j'ai découvert il y a plus de 10 ans. Et on s'aperçoit que quand on touche à ce sujet, c'est extrêmement intéressant parce qu'on touche tous les aspects de la vie d'un territoire ou d'un bassin de vie. On va parler d'alimentation, donc on va parler forcément de gestion du foncier, de production agricole et donc de production économique au sens strict, mais on va parler aussi de commerce, de distribution, de transformation, donc d'artisanat. Donc ça pour la chaîne stricto sensu d'approvisionnement alimentaire. Mais on va parler aussi de pédagogie, comment on sensibilise sur une alimentation de qualité et qui soit bonne pour le territoire, qui s'approvisionne en produits locaux. On va parler d'environnement avec une transformation des pratiques agricoles. On va parler de santé avec les qualités nutritionnelles et mieux manger pour mieux vivre. On va parler de convivialité autour de la cuisine, du repas, du partage. Et donc finalement, c'est un très très bon sujet quand on veut penser le vivre ensemble dans les territoires ruraux. Et au-delà du seul développement, je dirais, stricto sensu économique du territoire. C'est un sujet qui potentiellement est porteur de véritables avancées aussi en matière de gestion de la vie démocratique. Pourquoi ? Parce que tout le monde mange. Et donc, tout le monde se sent légitime pour parler de son alimentation. Donc, tout le monde, potentiellement, assez facilement, va prendre sa place dans l'espace de débat public, alors que souvent, dans l'approche du développement territorial, on va réfléchir à quels sont les acteurs qui agissent sur tel ou tel sujet. Si on parle de tourisme, on va mettre autour de la table tous les acteurs touristiques, mais du coup, les habitants ne seront pas forcément consultés. Si on parle d'agriculture, on va mettre toutes les organisations agricoles ou de production, mais on va pas solliciter les mangeurs. Alors que si on parle d'alimentation, on va mettre tout le monde autour de la table. Et donc, c'est un sujet qui, démocratiquement, peut inclure absolument toute la population d'un territoire. Et justement, c'est un bon point que vous amenez. Est-ce qu'il faut qu'il y ait tout le monde autour de la table pour qu'un projet de développement rural aboutisse ? Idéalement, oui. Oui, il faut qu'il y ait tout le monde. Et l'approche du développement rural, c'était justement de dire les habitants d'un territoire, qu'ils soient spécialistes ou pas de la question, sont les meilleurs connaisseurs des spécificités de leur territoire et de ce qui est bon pour eux et pour leur territoire, parce que ils sont les porteurs, ils sont de mémoire des interactions qu'il y a eu dans le temps long entre l'humain et son environnement. Et pour ça, ils sont les meilleurs experts finalement. Le tout expertise vers lequel on a eu tendance à aller, vers lequel on continue d'aller, qui est de dire il y aurait des solutions optimales. Et on l'a vu avec les grandes politiques d'aménagement où on tirait au grand cordeau des zonages où on disait ici on va faire du développement touristique, ici on va faire du développement agricole et on investissait massivement. Bon, c'est un modèle qui a montré ses limites et qui est surtout générateur de conflits spatiaux extrêmement forts. On le voit très bien avec l'émergence des ZAD un peu partout en France, mais aussi en Europe, en Italie, en Grèce, justement.
Ces conflits, en fait, empêchent à un moment de faire consensus autour de certains sujets ou de certains projets, alors que la participation de tous et l'inclusion de tous dans des politiques de développement rural, et c'est pour ça que les territoires ruraux ont un temps d'avance, parce que c'est plus facile forcément de le faire avec une plus petite population, de mettre tout le monde autour de la table que à l'échelle d'une région ou d'une grande métropole. On a pu expérimenter plutôt effectivement des processus inclusifs et démocratiques dans ce sens-là. Alors ça fait une belle transition avec ma question suivante. Vous, parmi les points ou les thèses que vous défendez, vous soutenez qu'en fait, la vie à la campagne doit être une vie collective, en tout cas pour qu'elle soit réussie, encore là aussi avec plein de guillemets. Est-ce que j'interprète correctement ce que j'ai compris de vos propos? Et si oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, c'est pas que ça doit être une vie collective. Il s'agit pas d'imposer aux gens de vivre en collectivité, mais il faut tenir compte du fait que les territoires ruraux conservent encore de manière prégnante. Ça existait dans les villes aussi, l'organisation collective et les solidarités collectives. Je pense notamment aux solidarités ouvrières qui ont pu exister, ou de quartiers. C'est pas propre au monde rural, mais la mémoire en est plus prégnante peut-être dans les territoires ruraux. D'abord parce qu'on est sur une petite population, je présuppose, mais pas mal d'urbains, quand ils viennent s'installer à la campagne, recherchent peut-être une forme d'isolement, justement, marre de la promiscuité urbaine et du vivre à très nombreux. L'idéal de la campagne, c'est souvent l'isolement, le retrait, la prise avec la nature, un peu loin de la rumeur du monde. C'est une illusion, en fait. La vie villageoise est une vie, effectivement, où au contraire, il y a une très grande proximité entre les individus. Et quand on arrive et qu'on vit dans un village, en fait, on est tout de suite identifié. Tout le monde sait en quelques heures qui on est, comment on s'appelle, d'où on vient, alors que nous, on connaît encore personne. Et ça peut être mal vécu par les personnes qui s'installent, mais finalement, c'est la même chose qui fait que les réseaux de solidarité existent ou sont encore latents, parce que ça démontre en fait une forme d'attention aussi à l'autre. Et donc tout l'enjeu, c'est de réussir à activer, je dirais, de manière positive ces liens, cette proximité entre les humains, pour essayer de faire des choses ensemble et non pas partir effectivement ou s'arrêter sur des situations de conflit, de rivalité, d'inimitié entre les personnes. Et donc, il faut vraiment avoir bien conscience, quand on va s'installer dans un territoire rural, que là où on va s'installer, il y a une histoire longue, il y a une culture longue, il y a une société qui est préexistante, et que peut-être plus que dans les villes, il va falloir s'intégrer à cette communauté villageoise, et donc en respecter aussi ou en considérer, en tout cas prendre en considération les contraintes existantes. On peut pas les nier, et les nier ou les rejeter, ce serait prendre le risque de se retrouver exclu, en fait, de cette communauté villageoise. Alors, une fois qu'on a posé ça, quelles seraient vos recommandations à vous, à des citadins qui souhaiteraient ou qui seraient sur le point de s'installer en milieu rural? Peut-être de sortir justement de cette vision idéalisée de la campagne. On va pas dans n'importe quel territoire rural. On va souvent vers les territoires ruraux qui nous attirent le plus, c'est-à-dire ceux qui présentent le plus d'aménités paysagères, en fait, un petit peu comme on va faire... comme on va partir en vacances, comme on choisit son lieu de vacances, c'est-à-dire qu'on va choisir un endroit où le climat est agréable, nous convient, un endroit où la nature est belle et les paysages nous plaisent, où on se sent bien. Mais en fait, il faut pas regarder que ça. Il faut aussi regarder est-ce
que la culture, la mentalité nous conviennent, sont compatibles avec nos propres visions de la vie, nos propres modes de vie, et surtout ne pas s'imaginer qu'on va tout révolutionner et qu'on va apporter des choses que ces gens-là attendaient depuis longtemps sans jamais l'avoir trouvé en fait. Donc, le conseil très pratique, c'est tout simplement, avant de choisir un endroit où s'installer, si on n'a pas de lien, parce qu'on peut avoir aussi des attaches, par des amis, par de la famille, par ses origines avec des zones rurales. Donc, dans ce cas-là, ce sont des territoires ruraux qu'on connaît déjà. Mais si on n'a pas ces attaches, d'essayer de séjourner dans différents territoires et de voir ce qui s'y passe. Est-ce que la municipalité est dynamique et porte des projets? Est-ce qu'il y a des projets collectifs dans lesquels on pourrait s'insérer facilement? Quel est l'état de la vie associative et est-ce qu'il y a des associations qui nous plaisent, qui nous parlent, qui portent des valeurs communes aux nôtres, etc., etc. Est-ce que, pour finir, vous auriez un message particulier à nos auditeurs qui, à nouveau, sont des citadins qui rêvent de vivre au vert, avec tous les guillemets que je peux imaginer pour au vert? Est-ce que, par vos expériences professionnelles, voire personnelles, vous avez quelque chose à leur transmettre? Très concrètement, c'est bien réfléchir son projet d'installation, de quoi on va vivre, où on va vivre, et aller prospecter en fonction du projet qu'on a. Je sais pas, ça peut être s'installer en agriculture, ça peut être ouvrir une boulangerie, etc. Bien étudier son projet parce qu'on voit aussi des personnes qui viennent billes en tête avec un projet qui leur tient à cœur. Et c'est important que ce qu'on fasse au village nous plaise. Ça, c'est extrêmement important. Mais il faut aussi que cette activité soit viable. Donc, il faut bien en préétudier la viabilité économique. Et en même temps, réfléchir en amont à sa faisabilité et à bien correspondre aux besoins et aux attentes locales. Et au soutien aussi qu'on va trouver localement sur son projet. Et pour ça, il y a des manières très simples. Vous avez un projet, je sais pas, de reprise, de création d'une activité économique. Ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec les élus locaux pour aller les rencontrer, pour aller rencontrer le maire du village et lui présenter son projet et voir si ça fait tilt et si le maire rebondit en disant ah mais oui c'est exactement c'est un super projet, nous on a vraiment besoin de ça et du coup trouver un appui pour une recherche de local, pour démarrer l'activité, des petits coups de pouce pourquoi pas financiers aussi sur l'équipement, sur le logement. Toujours penser au logement avant d'aller s'installer quelque part. Et je suis bien placée pour le dire parce que je vis dans une région où les loyers sont très chers, par exemple. Donc voilà, prendre attache avec les édiles locaux, les élus locaux, ça peut être une manière de prendre la température aussi du dynamisme local. Voir si quelle est l'offre culturelle de mon territoire aussi. Aujourd'hui, on a une offre associative culturelle et sportive d'ailleurs qui est pléthorique dans les zones rurales. Donc pensez à ça, on quitte la ville où on a tout à proximité, cinéma, théâtre, musique, lieux d'exposition. Est-ce que dans le territoire rural où je m'installe, il existe aussi une offre culturelle qui n'est pas forcément proposée par des grands équipements, mais qui va être proposée plutôt par la diversité des associations qui se trouvent sur le territoire et qui agissent sur le territoire. Et puis c'est un temps qui va permettre de mûrir son projet, de le faire évoluer, si on est bien à l'écoute, et surtout ça va garantir la réussite de cette installation et le fait qu'on va se sentir bien là où on va vivre. Et puis c'est enthousiasmant aussi parce que justement on va rencontrer des gens, on va plus être seul
à mener son projet, on va rencontrer du soutien, on va rencontrer des gens, on va créer du lien. Et tout ça, ce sont des choses qui peuvent beaucoup aider aussi dans la démarche de construction d'un projet personnel. Et on va rencontrer surtout des gens différents de soi. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. Quitter la ville, c'est aussi quitter pour beaucoup un entre-soi, en fait, qui peut être déroutant pour certains, je le conçois bien, mais qui peut être aussi très énergisant pour d'autres, en fait. Oui. Mais de toute façon, cette histoire de la démocratie et du collectif, il s'agit pas de faire collectif ou de construire une vie démocratique entre personnes qui pensent la même chose. La vie démocratique, elle ne s'enrichira et elle ne se nourrira que lorsque on commencera à débattre entre personnes qui sont pas d'accord. Vaste conclusion. Merci Mathilde pour cet échange. Merci à vous en tout cas. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Je remercie Mathilde Voilez d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Si vous voulez réagir à cet épisode ou que vous souhaitez vous aussi apporter votre témoignage au micro de Laisse Béton, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Je vous invite également à vous abonner au compte Instagram du podcast qui se nomme laisse_béton_podcast. Et puis si vous aimez Laisse Béton, décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.